Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 27 février 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 203 du podcast. Et l'épisode d'aujourd'hui, en fait, ça va tourner autour du concept de diversification pour les investisseurs autonomes qui gèrent eux-mêmes leur placement. Et je veux parler de comment diversifier son portefeuille, comment bien le faire, mais surtout, pourquoi c'est important de contrôler sa pondération puis contrôler son exposition à différents secteurs d'activité. Et comme je vous dis, ça va vraiment être un épisode assez deep sur une notion qui est théorique, la diversification. Mais c'est essentiel d'en parler parce que ça a sa place dans la gestion de portefeuille. Et deux, je vais vous donner une couple d'exemples pour bien illustrer le concept en général parce que la théorie, c'est une chose, puis après ça, comment on l'applique dans la vraie vie, c'en est une autre. Donc, pour commencer, je vais revenir sur mes derniers moves pour mon propre portefeuille. Finalement, la semaine passée, j'ai acheté des actions de PayPal à 58$ et des actions de Dropbox à 23,50$. Donc, c'est mes derniers achats pour le portefeuille de Traders 360. Et oui, je le répète encore une fois, ces deux compagnies-là sont dans une zone de danger, entre guillemets, dû au fait qu'il y a une forte concurrence dans ce secteur-là et qu'ils n'ont pas vraiment d'avantage concurrentiel qui les démarque outre mesure de leurs compétiteurs. C'est d'ailleurs les craintes de ce côté-là qui ont fait dropper le prix des deux actions. Et justement, c'est cette méfiance-là qui me paraît démesurée qui crée une opportunité d'achat. Par contre, il faut garder en tête qu'une bonne opportunité, ça ne garantit pas des profits. Parce que il n'y a pas une certitude là-dedans. C'est justement l'incertitude qui crée ce type d'opportunité-là sur les marchés financiers. Mais tu sais, si un moment donné, tu veux être en mesure d'obtenir des rendements qui surperforment le marché, l'indice de référence, c'est un risque que tu dois être prêt à prendre. Encore là, comme je vais en parler dans l'épisode, c'est de calculer la prise de risque vis-à-vis ton portefeuille en totalité. Tu sais, je prends un exemple, là, Netflix, quand je l'ai acheté autour de 180$, ça c'était durant la drop de 2022, ça, il y avait beaucoup de méfiance envers le titre, beaucoup de pessimisme. Les gens pensaient que finalement, les autres compagnies de streaming allaient battre Netflix, que Netflix allait perdre ses abonnés à cause de la hausse de prix, etc. Mais tu sais, aujourd'hui, une action de Netflix, ça vaut 600$ US. Donc, j'ai plus que triplé mon investissement juste avec ce move-là. Et c'est un peu la même chose avec Meta. Tu sais, quand il y avait beaucoup de pertes financières dues à Reality Labs, qui est le département de Meta qui est concentré sur le Metaverse. Ça aussi, ça avait donné une belle opportunité d'acheter du Meta à bas prix. Moi, je l'avais acheté avant ça, là, je l'ai acheté durant le crash de 2020. Mais tous ces moments-là, il y avait une affaire commune, c'est la peur, la crainte, la méfiance des investisseurs. Et c'est ce qui crée, comme je vous dis, des opportunités d'achat. Mais tu sais, dans les deux cas, quand j'ai acheté, il y avait beaucoup de peur vis-à-vis ces actions-là. Et quand tu investis, l'idée, c'est de placer une mise qui est asymétrique. Ce que je veux dire par là, c'est que le gamble que tu t'exposes, c'est un gain potentiel qui est énorme versus une perte que tu peux limiter. En partant, quand tu achètes des actions, la perte maximale, c'est 100%. Dans le sens, tu l'achètes, puis elle tombe à zéro, tu as perdu 100% de ton investissement. Tu perds tout l'argent que tu avais mis là-dedans. Par contre, techniquement, le gain potentiel, il est illimité. Dans le sens que tu peux faire du 200%, du 300%, et c'est un peu le concept derrière un bet asymétrique, un pari asymétrique. Et à noter d'ailleurs que c'est l'inverse pour la vente à découvert. Quand tu short, tu mises sur la baisse du prix d'une action,
Mais dans ce cas-là, le rendement maximum que tu peux aller chercher, ben, c'est 100%. Parce que rendu à zéro, l'action ne peut pas aller plus bas. Donc, avec le short selling, ton gain potentiel est limité et ta perte potentielle, elle est illimitée. Si tu short puis que l'action monte de 100%, 200%, 300%, théoriquement, ta perte peut dépasser largement ta mise initiale. Et c'est l'une des raisons pourquoi je ne fais pas de vente à découvert, que ce soit en swing trading ou avec des positions à moyen terme. C'est-à-dire que de un, tu es sur un compte sur marge, et de deux, comme je te dis, la mise asymétrique, pour moi, elle n'est pas là. Mais pour revenir justement au pari asymétrique, dans le cas de PayPal et de Dropbox, mes deux derniers moves, oui, on s'expose à une perte si les entreprises continuent de perdre leur part de marché face à la concurrence. Par contre, à l'inverse, si une compagnie ou les deux compagnies réussissent à garder le lead dans leur industrie, puis finalement, les résultats sont au-dessus des attentes des analystes, ben de ce côté-là, le rendement peut être très intéressant. Dites-vous aussi que PayPal puis Dropbox, c'est des business qui valent des milliards de dollars. Fait que les dirigeants, ils vont pas laisser la compétition leur voler des revenus sans rien faire. Eux autres, le paye dépend du succès de l'entreprise. T'sais, nous autres, c'est moins pire un peu, dans le sens que comme investisseur, t'es pas hands-on, tu peux pas influencer réellement les résultats de l'entreprise, mais en même temps, si jamais ça va pas du bon bord, ben tu débarques puis t'encaisses tes pertes. Les cadres, les dirigeants, le PDG, si jamais ça va mal, ben lui, il perd sa job à millions. Fait que c'est sûr que ces entreprises-là vont tout faire pour garder le port de marché. T'sais, c'est quand même des compagnies qui ont de l'argent, sont profitables, fait qu'ils ont de la marge pour trouver des stratégies pour se démarquer des autres ou sinon diversifier leur offre. Juste par exemple, PayPal, oui, c'est un outil de transaction en ligne, mais ils ont Venmo, puis ils peuvent développer d'autres produits pour les commerçants, donc présentement sont limités, mais leur potentiel est quand même plus grand que le modèle d'affaires qu'ils ont actuellement. Et comme je vous dis, oui, théoriquement, le prix de ces actions-là peut tomber à zéro, mais la vraie question, c'est est-ce que moi, je vais rester actionnaire de ces entreprises-là jusqu'au moment où l'entreprise tombe à zéro? Logiquement, la réponse est non. Tu sais, gérer son portefeuille, c'est un peu ça que ça veut dire, dans le sens que ça signifie qu'il faut également faire le suivi de ses positions, il faut continuer de faire le tracking des résultats financiers des entreprises dont on est actionnaire. Et c'est d'ailleurs l'une des différences majeures entre le stock picking et l'investissement passif. C'est l'investissement passif dans les fonds indiciels. Avec du stock picking, tu gères activement ton portefeuille en sélectionnant des entreprises individuelles dans lesquelles tu veux investir. Tandis qu'avec un FNB indiciel, tu as systématiquement une exposition à plusieurs compagnies dans divers secteurs d'activité. Donc, la job de diversification est un peu différente. Et ça m'amène justement à vous parler du concept de diversification pour ceux qui gèrent eux-mêmes leur portefeuille en faisant du stock picking. Premièrement, je pense que tout le monde sait déjà que le but derrière la diversification, c'est de venir réduire le risque global du portefeuille, d'où l'expression connue de ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Par contre, il faut savoir que même si tu achètes des actions de différentes compagnies, ça ne veut pas automatiquement dire que tu es bien diversifié. Dans le sens que si tu as acheté des actions dans le secteur du cannabis en 2018-2019, même si tu as spreadé ton risque sur 4-5 entreprises différentes, aujourd'hui, il y a de bonnes chances que tu es encore dans le négatif. Et c'est normal, les 4-5 compagnies, ils étaient toutes dans le même secteur d'activité, donc forcément, la direction de leur prix, ils suivaient pas mal. Et tu sais, j'ai donné l'exemple du pot, là, mais c'est la même chose pour ceux qui ont investi dans les compagnies de voitures électriques en 2021, dans le sens que même si tu t'achètes 4-5 actions différentes, si c'est tout le même type d'entreprise, c'est pas réellement de la diversification.
Et mon point avec ça, c'est que tu as plusieurs manières de diversifier d'une manière plus efficace. Tu sais, de un, tu peux opter pour différentes catégories d'actifs. Tu sais, mettons, tu pourrais acheter des titres à revenus fixes comme des obligations municipales, par exemple. Et à ce moment-là, tu diversifies ton portefeuille parce que le marché obligataire, le marché des obligations, il n'est pas corrélé avec le marché des actions. Et c'est le même principe si tu achètes de l'or ou de la crypto-monnaie. Le but étant que chaque catégorie d'actifs répond différemment aux circonstances économiques et ils ne sont pas tous exposés aux mêmes risques. Une autre façon de diversifier plus adéquatement, c'est d'investir dans différentes régions géographiques. Par exemple, si tu détiens uniquement des entreprises canadiennes dans ton portefeuille, ben ton rendement dépend entièrement de la santé économique du Canada. Tu sais, pour avoir une meilleure diversification puis que tes titres soient moins corrélés l'un avec l'autre, tu devrais acheter des actions américaines, US, ou avoir une exposition à des compagnies en Europe, au Japon ou dans des marchés émergents. Il y a un paquet de FNB qui te donne ce type d'exposure-là. Et tout ça, c'est des manières bien connues pour se diversifier. Mais dans le cadre de l'épisode d'aujourd'hui, je veux surtout mettre l'accent sur la diversification par rapport aux différents types de compagnies dans lesquelles tu peux investir. Et là, tu peux autant te diversifier en investissant selon le market cap, la capitalisation boursière, selon le secteur d'activité, selon leur coefficient bêta, qui est par rapport à la volatilité, etc. Tu sais, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est les entreprises cycliques versus les entreprises non cycliques. Quand je dis entreprises cycliques, c'est des compagnies que leur performance est directement affectée par la conjoncture économique. C'est-à-dire que quand l'économie tourne au ralenti, les chiffres, les résultats financiers sont moins bons et par conséquent, le prix de leur action peut baisser. À l'inverse, une entreprise qui est cyclique, ben, ça va bénéficier d'un boom économique. Plus les gens dépensent, plus la compagnie qui est considérée comme cyclique, elle devrait être profitable. Par exemple, dans mon portefeuille, j'ai du Starbucks et du Nike. Ces deux entreprises-là qui sont dans le secteur de la consommation discrétionnaire. Autrement dit, ils vendent des produits non essentiels. Donc, on les considère comme des actions cycliques. Théoriquement, on s'attend à ce que les actions de ces compagnies-là y affichent des mauvaises performances dans un contexte de ralentissement économique. Sinon, à l'opposé, il y a des entreprises qui sont non cycliques et comme son nom l'indique, eux autres, elles ne sont pas affectées par les cycles de l'économie. Autrement dit, même s'il y a une récession, ce type d'action-là devrait quand même bien s'en sortir. Tu sais, dans mon portefeuille, comme entreprise non cyclique, j'ai du Couche-Tard, du Coca-Cola, j'ai 2 compagnies pharmaceutiques, Merck et Bristol Myers. Et le fait que mon portefeuille d'actions soit composé d'entreprises cycliques et non cycliques, ça me permet de me protéger en cas de récession, tout en me permettant également, de l'autre côté, de générer des bons rendements dans une période de forte croissance économique. Et c'est un peu le même principe pour les entreprises matures qui versent des dividendes versus les entreprises de type croissance. On s'entend que je ne m'attends pas à ce que mes actions de BMO doublent en valeur d'ici 1 an. Par contre, je suis certain qu'à chaque trimestre, je vais recevoir mes dividendes de la part de la Banque de Montréal. À l'inverse, Netflix, lui, il ne me donne pas une scène en dividendes. Mais, comme je vous dis, l'optique de cet investissement-là, c'est que le prix de l'action continue de monter au fil du temps. Et tant qu'à moi, pour avoir un portefeuille qui est bien balancé, tu veux un mélange des deux dans ton portefeuille. Et c'est ça l'idée derrière la diversification. Le but, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre un potentiel de rendement intéressant et un niveau de risque qui est tolérable. Si des placements se limitent à une seule compagnie ou à une industrie spécifique
ou à des entreprises qui sont toutes du même type, comme le cannabis ou les véhicules électriques, le risque global de ton portefeuille, il peut devenir trop élevé. Ça veut dire que tu t'exposes à des pertes majeures et le risque, il vient du fait que tu sais pas d'avance quel titre va te donner ton meilleur rendement puis quelle action va être la moins payante. Tu sais, mes actions de Microsoft, Meta, Berkshire Hathaway, Netflix, clairement mes meilleurs moves. Tu sais, avoir su, j'aurais dû tout mettre mon argent là-dedans puis j'aurais eu des rendements de feu. À l'inverse, Intel, AT&T puis TELUS, encore aujourd'hui, sont dans le rouge. Tu sais, oui, là-dedans, ils versent des dividendes, mais reste que en termes de valeur, ben, comme je vous dis, ils sont dans le négatif. Mais quand j'ai fait le move, évidemment, il n'y a aucune manière de garantir que l'une ou l'autre de ces actions-là vont me donner tel ou tel rendement. Donc, c'est un peu ça, l'utilité de la diversification. C'est se protéger contre l'avenir qu'on ne connaît pas. Et tu sais, tu peux aussi jouer avec le risque de ton portefeuille avec la pondération. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'investir le même montant à chaque fois que tu prends une nouvelle position. Tu peux définir que telle action qui est de tel type, tu vas mettre plus d'argent sur elle pour venir soit augmenter ton risque parce que c'est plus spéculatif ou diminuer ton risque parce que c'est une entreprise qui est mature, qui verse des dividendes, qui est solide. Donc, tu peux jouer avec ça aussi. Et l'autre chose, c'est que au fil du temps, les actions qui vont prendre le plus de valeur, comme Microsoft dans mon portefeuille, bien, automatiquement, ça va devenir des positions plus grosses au sein de tes placements. Ça veut dire que peut-être qu'initialement, quand j'ai acheté du Microsoft, ça représentait, disons, 8% de mon portefeuille, mais là, à force qu'elle prenne de la valeur comme ça, là, il est rendu qu'elle vaut 12% de mon portefeuille. Et là, justement, à titre d'exemple, oui, Microsoft, c'est rendu 12% de mon portefeuille, mais à l'inverse, mes nouvelles positions, PayPal et Dropbox, les deux ensemble, c'est environ 2% de mon portefeuille. Au fait, c'est super important de comprendre la notion de pondération parce que ça aussi, ça va affecter beaucoup le risque global de ton portefeuille. Parce que, je donne un exemple, disons que vous écoutez le podcast puis que vous prenez la décision d'acheter les mêmes actions que moi, ben assurez-vous que la taille de la position que vous prenez puis que le type d'action que vous achetez, ça fit avec le reste de votre portefeuille. Dans le sens que, mettons que tu viens d'ouvrir ton compte de courtage puis que tu as 10 000 $ là-dedans, mettre 5 000 dans PayPal puis mettre l'autre 5 000 dans Dropbox, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Dans le sens que là, t'es vraiment exposé à ces deux entreprises-là. Disons que ça se concrétise pas puis que ça va mal, ben la totalité de ton portefeuille est à risque. Donc, c'est là l'importance de venir jouer avec la pondération. Si tu es prête à mettre un 5-10% de ton portefeuille plus à risque, ben ça, c'est une stratégie qui fait du sens. Mais si 100% de ton portefeuille est exposé à 2-3 compagnies qui sont interreliées ou qui sont corrélées l'un avec l'autre ou qui ont le même niveau de risque, ben pour moi, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et encore là, pour ceux qui sont inscrits à mon infolette et qui peuvent voir mon portefeuille au complet, vous pouvez constater qu'avec Microsoft, Meta, Netflix, Apple, Google, clairement, mon portefeuille a une légère surpondération dans le secteur technologique. Mais tu sais, en même temps, c'est un peu la même chose pour ceux qui investissent dans un fonds indiciel qui reproduit le SP500. Comme je l'ai déjà expliqué, là, c'est l'énorme pondération dans les big tech qui contrôle la direction de l'indice SP500. Mais de toute façon, pour être bien franc avec vous autres, je pense qu'on s'en sort pas. C'est-à-dire qu'à l'époque dans laquelle on se trouve aujourd'hui, si tu décides de ne pas investir dans les grandes compagnies technologiques, c'est fort probable que ton portefeuille va sous-performer le marché parce que ces gros joueurs-là ont trop d'impact sur l'économie, puis c'est pas des compagnies qui vont disparaître du jour au lendemain. Mais pour conclure sur le volet de la diversification, oui, c'est important d'avoir une exposition à différents secteurs d'activité, à différentes industries, à différents secteurs géographiques, etc. Mais il faut savoir que au-delà de 25 titres
qui ne sont pas corrélés l'un avec l'autre, vraiment pas corrélés l'un avec l'autre, à un moment donné, la diversification a perd de son efficacité. Autrement dit, même si tu investis dans 200 actions différentes, il reste toujours un risque. C'est ce qu'on appelle le risque systématique. Et ça inclut tous les risques imprévisibles qui touchent l'ensemble du marché, peu importe la business, peu importe le secteur d'activité. Et au fait, le seul moyen d'éviter le risque systématique, c'est d'opter pour des placements avec un rendement garanti du style CPG ou encore les bons du trésor. Par contre, il y a un coût à éliminer le risque. Et le coût, c'est que sur le long terme, tes investissements vont définitivement obtenir des rendements inférieurs à des placements qui sont faits sur le marché des actions. Mais il faut garder en tête que le marché des actions, c'est volatile, il y a des hausses, il y a des baisses, la valeur de ton portefeuille, elle va fluctuer beaucoup, mais sur une échelle de plusieurs années, ultimement, en fait, si on se fie sur l'historique qu'on a, les actions ont toujours surperformé les obligations et les autres types d'instruments financiers du style CPG et compagnie. Bref, la diversification, c'est une des notions qui est couverte dans ma formation en ligne pour les investisseurs à long terme parce que quand tu commences à bâtir ton propre portefeuille, il faut que tes investissements soient réfléchis. Tu sais, le rendement annuel, c'est super important. On veut tous faire des rendements de fou, mais c'est aussi important d'éviter En fait, c'est encore plus important d'éviter des pertes catastrophiques parce que tu places de l'argent que tu as mis de côté pour tes vieux jours. La stratégie, c'est de la faire croître, mais avec l'effet des rendements composés sur une couple de décennies, c'est-à-dire 10, 15, 20, 30, 40 ans. Et oui, c'est tentant de chercher les coups de circuit, et je pense qu'à l'occasion, ça fait du sens de miser une petite portion de son portefeuille dans des titres plus spéculatifs, plus risqués, mais il faut toujours que, dans l'ensemble, ton portefeuille soit bien diversifié, question de réduire les risques de pertes majeures, tout en ayant quand même un potentiel de gain intéressant. Et c'est vraiment ça le nerf de la guerre quand tu gères tes propres placements. Et tu peux le faire soit en investissant dans des actions individuelles, du stock picking, en sélectionnant des entreprises spécifiques, mais tu peux aussi le faire avec des FNB qui t'offrent déjà une certaine forme de diversification. Évidemment, de mon côté, j'ai décidé de faire du stock picking et l'objectif derrière ça, c'est de surperformer le marché. Si en faisant la gestion active de mon portefeuille, j'arrive jamais à battre la performance de l'indice de référence, ben clairement, je devrais arrêter tout ça puis investir directement dans un fonds indiciel. Mais jusqu'à présent, sur un horizon d'une dizaine d'années, le rendement annuel moyen de mon portefeuille autogéré, ben, il affiche une meilleure performance que l'indice SP500 ou que le TSX. Donc, à date, mes efforts, mes analyses, mes choix d'investissement m'ont récompensé avec un rendement supérieur, mais ça reste quand même à voir sur une période de 20, 30, 40 ans si je vais être encore en mesure de continuer de battre le marché, mais c'est l'idée de faire du stock picking puis de gérer moi-même mon portefeuille au lieu de choisir un ETF qui va juste refléter le rendement d'un indice sous-jacent, que ce soit le TSX, que ce soit le SP500, le Nasdaq ou n'importe quel autre indice. Je vais terminer l'épisode là-dessus et j'espère que le concept de diversification est plus clair. J'espère que mes exemples ont permis de bien illustrer pourquoi c'est important de diversifier son portefeuille. Et si vous voulez suivre les dernières données économiques, les derniers résultats financiers, les grosses nouvelles qui sortent par rapport au marché boursier, je vous invite à me suivre sur Instagram, cherchez AlexTraders360 et si vous aimez le podcast, laissez un 5 étoiles sur Spotify, un review sur Apple Podcasts ou simplement vous abonner à ma chaîne YouTube. Encore une fois, je vous remercie de votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.